Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter une session qui s'appelle donc Le workakisme est un humanisme. Tout d'abord, bien entendu, merci aux sponsors, particulièrement à Zenica, une petite boîte bordelaise et parisienne, et Worldwide, qui est une boîte de qualité que je vous conseille. Je vais me présenter rapidement. Donc, je suis Frédéric Faure, donc informaticien agiliste, et pour la rime, j'ai dit aussi qu'ancien hédoniste. C'est pour vous expliquer que on va parler un petit peu de philosophie. Alors, il y a certainement des contradictions entre kantien et hédoniste. Je vous préviens tout de suite que je ne suis pas un spécialiste de la philosophie. J'avais une mère prof de philo qui elle-même n'était pas spécialement philosophe, mais bon, ça c'est un autre débat. C'est pas parce qu'on est prof de philo qu'on est philosophe. Moi-même, je ne pense pas être philosophe, mais par contre, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, sur lequel je fais pas mal de recherches, de lectures. J'écoute beaucoup de podcasts à ce sujet. Pour me définir aussi, j'ai une citation de Gramsci. Alors, il va y avoir un certain nombre de citations dans le tas. Gramsci dit « Je suis pessimiste avec l'intelligence, mais optimiste par la volonté ». Alors ça, c'est quelque chose qui me plaît assez bien. Effectivement, quand on regarde autour de nous, quand on réfléchit aux choses, on a de quoi être pessimiste. Certes, quand on voit l'élection de Trump, quand on voit les choses qui se passent sur Terre, etc. Mais par contre, optimiste par la volonté, c'est effectivement, moi je suis quelqu'un d'assez volontaire et d'assez engagé. Et c'est ça qui m'apporte la volonté et l'optimisme. Il y a une autre phrase de Gramsci qui pourrait nous faire penser à l'agilité. C'est « Le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à se faire attendre. Et dans ce clair-obscur surgissent les monstres ». Je vous laisse réfléchir un petit peu à ça. Donc l'ancien monde, le nouveau monde qui tarde à arriver. Et au milieu du gué, il y a les monstres qui arrivent. Je ne parlerai pas de méthodes monstrueuses ou de choses comme ça, mais on peut réfléchir à ce genre de choses. Donc, je rappelle, dans l'ensemble de mes présentations, je cite en général Socrate. Donc bon, là d'autant plus aujourd'hui où je vais parler un petit peu de philosophie. Donc tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Effectivement, j'ai absolument aucune certitude. Je ne suis pas prescripteur de telle ou telle solution. Et encore une fois, je vous le dis, je ne suis pas philosophe, je ne suis pas un expert en philosophie. Et avertissement important, sachant que je ne suis pas philosophe, je vais citer un certain nombre de philosophes. Il y aura certainement des contradictions dans mon discours. Donc, en plus, c'est filmé, donc je pense qu'après, une fois que ça sera sur InfoQ, il y a des gens qui vont dire « Ouais, mais tu as dit que Kant avait dit ça, alors que c'est Nietzsche qui l'a dit. » Ouais, peut-être. Donc, je vous avertis dès maintenant. Pour ceux qui ont vu des presses de moi précédemment, je mettais toujours quelques intermèdes de bonheur au travail avec ce petit gif animé. Ben là, j'en ai pas, mais j'aime tellement ce gif que j'ai préféré le mettre une fois encore, et puis voilà, on peut le regarder un petit peu. Voilà, c'est tout. Donc, le workakisme est un humanisme. Qu'est-ce à dire? Voilà, c'est une bonne question. En fait, j'avais trouvé le titre de la conf l'année dernière, je trouvais ça rigolo, et maintenant, il va falloir que je trouve des choses à dire sur le sujet. Le workakisme est un humanisme, en plus c'est hyper chiant à prononcer. Ça fait bien entendu, ça fait référence à l'existentialisme est un humanisme. Je ne sais pas si ça vous parle, c'est Jean-Paul Sartre, l'existentialisme, grand sujet. Mais dans l'existentialisme, il y a une certaine idée de la volonté, est-ce qu'on est en fait de l'imposition de la liberté. Alors, je vais rentrer dans des détails un petit peu vaseux, mais une des phrases de Sartre qui m'a fait pas mal réfléchir, c'est approximativement, on n'a jamais été aussi libre que sous l'occupation. Alors, je ne sais pas si ça vous parle cette phrase, mais je l'avais entendue citée par Michel Onfray dans une émission sur France Culture, pour faire le pédant, qui disait, qui n'aimait pas du tout cette phrase, mais globalement, Michel Onfray n'aime pas du tout Jean-Paul Sartre, donc ça ne changeait pas grand-chose, il le dit à peu près à chacune de ses émissions. On n'a jamais été aussi libre que sous l'occupation. C'est une phrase qui m'a fait réfléchir dans mon contexte à moi. Alors, le point Godwin déjà atteint, voilà, le nazisme et le monde de l'entreprise, c'est pas tout à fait la même chose, mais ceci étant dit, dans le monde de l'entreprise, on est parfois soumis à des contraintes extérieures. On nous impose des choses qui ne sont pas forcément en accord avec nos postures, nos positions personnelles. Et on a plusieurs choix face à ça. On est libre de nos choix face à ça. On peut
les subir pour des raisons qui peuvent être financières ou des raisons personnelles qui nous sont propres. On peut également se lever, entre guillemets, contre cette culture, ces choses avec lesquelles on n'est pas d'accord, et essayer de travailler autrement. Donc, le parallèle entre l'existentialisme et ce que j'ai appelé pompeusement le workhackisme, c'est ça l'idée, c'est qu'en entreprise, on a la liberté de subir les choses telles qu'elles sont, ou on a la possibilité, on a l'autre liberté de faire les choses autrement. Oui, partir. Effectivement, il y a une troisième solution, c'est de partir. Après, enfin, je ne vais pas rentrer dans ce débat-là, mais si on a commencé à créer des liens, on peut essayer de soutenir les autres et de choisir de ne pas partir définitivement. On peut partir à la De Gaulle pour soutenir de l'extérieur. Mais bon, voilà, on va arrêter, je pense, la comparaison avec la Seconde Guerre mondiale. Il faut toujours partir du manifeste. En revanche, quand on parle d'agilité, quand on fait une conf agile, et pour une fois, j'ai remis la vieille image assez dégueulasse du site du manifeste agile, mais j'ai pas mis les valeurs sur le dessus. J'ai mis une phrase de Marcel Breuer, alors qui n'est pas un philosophe, lui c'est un designer, un architecte, mais qui parlait des 10 commandements en disant qu'on ne peut pas reformuler les 10 commandements toutes les demi-heures. Les choses fondamentales restent les mêmes, on ne peut pas changer avec la mode. On peut penser ça du manifeste agile, effectivement, il y a plein de choses qu'on va voir qu'on peut changer, mais ce qui a écrit dans le manifeste agile depuis le début, ça reste vrai 16 ans après son écriture. Dans le manifeste agile, il y a les 4 piliers qui sont les valeurs de l'agilité. Et pendant des années, donc ça fait une grosse dizaine d'années que je fais de l'agilité, je me suis toujours dit, ouais, ce qui compte, c'est les valeurs. À la Perceval dans Camelot, c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. À chaque fois que j'ai fait des formations, que j'ai fait des confs, revenez toujours aux valeurs, revenez toujours aux valeurs. Et puis l'année dernière, j'ai fait une formation Management 3.0 avec Laurent Sarrazin, qui lui-même citait le manifeste agile, effectivement. Et puis il dit une phrase comme ça, bon, les valeurs, on s'en fout, c'est pas ça qui est important, ce qui est important, c'est les principes et les pratiques. Ça fait 10 ans que je dis que c'est les valeurs qui sont importantes, ça m'embête un peu ce que tu dis là. Et puis ça m'a fait réfléchir et du coup, alors je vous ai préparé une petite vidéo de 20 secondes ça m'a pris 2 heures à peu près hier parce que je suis le roi du montage vidéo. Alors on va tester au niveau du son si ça donne quelque chose. Alors ça va faire, voilà, ça va faire du bruit. Donc je ne sais pas ce que ça va donner au niveau du son. Ce qui est important, c'est les sous-titres en fait qui seront marqués en dessous. Parce que... Alors, il faut prendre les choses comme elles sont, car on ne fait pas de politique autrement que sur des réalités. Bien entendu, on peut sauter sur sa chaise comme un cabri en disant l'Europe, 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 mais ça n'aboutit à rien et ça ne signifie rien. Je répète, il faut prendre les choses comme elles sont. Comment sont-elles? Voilà. Donc c'était pour... Merci. Des années de formation en montage vidéo. Ah oui, maintenant il faut que je débranche ça. Alors je ne sais pas, vous avez remarqué, donc j'avais remplacé Europe par agilité, puis les valeurs, les valeurs, les valeurs. Voilà. Tout ça pour dire que les valeurs, c'est quelque chose effectivement sur lequel on s'accroche, on saute comme des cabris en créant les valeurs, les valeurs, les valeurs. Mais finalement, alors là je vais essayer de partir sur Nietzsche et ça va être un peu compliqué, les choses sont évaluées par la volonté de puissance, alors c'est dans, je ne sais plus si c'est par-delà le bien et le mal ou ainsi par Zarathustra, je ne les ai pas lus, vendredi confession je ne les ai pas lus, mais par contre j'ai lu des trucs qui parlaient de ces choses-là. Et en tout cas, il parle de l'impossibilité d'évaluer les valeurs ou la nocivité d'évaluer les valeurs. Les valeurs, c'est souvent des slogans, en fait. Et ce qui compte, c'est le côté matérialiste, c'est les choses qu'on met derrière les valeurs, c'est les principes et c'est les pratiques. Donc je vais m'arrêter là sur Nietzsche parce que ce n'est pas ma spécialité. Donc j'ai parlé de Nietzsche, on va parler de Kant, c'est monsieur Kant qui est ici, Emmanuel, de son prénom. Dans le manifeste agile, on a donc les valeurs et puis ensuite on a les principes qui sont déclinés à partir des valeurs. Et c'est ça qui est important. Alors, pourquoi je parle de Kant? Parce que Kant a beaucoup écrit sur la morale et sur l'éthique. Et de ce que j'ai compris de la définition de l'éthique de Kant, c'est quelque chose de personnel. Et en fait, c'est le comportement que l'on peut avoir quand on est sûr que personne ne nous regarde. C'est l'idée
Est-ce que, si je suis sûr que personne ne me voit dans la famille, si je finis le pot de confiture et je le remets discrètement dans le frigo, est-ce que je vais le faire ou pas? Donc, je suis sûr que personne ne me voit, on pourra accuser quelqu'un d'autre. Est-ce que je le fais ou pas? C'est des choses comme ça. Je suis à un feu rouge, je sais que c'est interdit de brûler un feu rouge, mais si je suis sûr vraiment qu'il n'y a personne autour de moi, est-ce que je brûle le feu rouge? Et donc ça, c'est des positionnements éthiques qui sont propres à soi, qui sont intérieurs à soi, et qui peuvent définir la manière d'être, la posture que l'on va avoir, et notamment dans le monde de l'entreprise. Donc j'ai essayé de décliner ça dans le monde de l'entreprise, comment je me positionne sur un certain nombre de cas concrets. Et donc, bon, la ressource, on le voit dans toutes les confagilles, on en a marre des gens qui parlent de personnes, d'êtres humains comme des ressources. Et c'est vrai, c'est pas bien. Et moi, je suis parti de ce constat-là il y a quelques années, il y a 2-3 ans. Et je me suis dit, à chaque fois qu'une personne en face de moi dira le mot ressource pour parler d'un être humain, je le corrigerai. Voilà, c'est un principe de vie que je me suis établi à chaque fois. C'est-à-dire que je sois dans un comité de direction avec un PDG ou que je sois à la machine à café avec un collègue, si la personne a le malheur de prononcer le mot ressource pour parler d'une personne, je le corrige. Pas forcément de la même manière quand je suis face au PDG dans le comité de direction que quand je suis à la machine à café, mais je rappelle toujours, voilà, une agrafeuse, c'est une ressource, d'où le slide, mais par contre une personne, c'est un être humain, donc on ne parle pas d'eux comme des pions. Donc voilà, c'est un de mes principes que je mets en place au quotidien. Et ça marche assez bien dans le sens où les gens commencent à prendre l'habitude que je fasse cette correction-là. Et quand on est dans une salle de réunion où quelqu'un a le malheur de dire le mot ressource, en général tout le monde se retourne vers moi, ils attendent que je réagisse. Ou même, des fois, il y en a qui corrigent directement la personne, voire la personne se corrige elle-même. Donc je pense que c'est vertueux, c'est une petite graine qui prend. Donc je vous invite tous à vous imposer ce principe de vie. Alors s'il y a des informaticiens, 42, tout ça, le réponse au sens de la vie. Moi, c'est pas 42, c'est 12. En fait, j'ai un autre principe, alors ça fait 1 an et demi que je me l'impose. C'est à chaque fois qu'on vient me demander une estimation. Je réponds 12. Ah, la personne, 12 quoi? 12 jours, 12 personnes? 12. Après le petit moment délicat d'incompréhension entre les deux, ça me permet de démarrer sur une explication de l'estimation. Est-ce que tu as vraiment besoin d'une estimation? Attention, ton estimation, ce n'est pas un engagement fort. Je peux te donner une fourchette haute, fourchette basse, et ne retiens pas que la fourchette basse. Et même si je te donne une fourchette, potentiellement, il y a un risque qu'on aille au-delà de la fourchette, voire de la fourchette haute. Donc, mon estimation, c'est vraiment qu'une estimation. Donc, ce petit réflexe de dire 12 à chaque fois, ça fait rigoler, tout ça, ou pas. Mais ça permet aussi de mettre une deuxième petite graine sur le fondé ou pas des estimations et parler potentiellement de nos estimates. Vous avez tous connu, moi ça fait 18 ans que je bosse en entreprise et ça fait 18 ans que je dois remplir des comptes rendus d'activité mensuels ou semainiers ou faire des choses comme ça. Et j'en ai rarement connu qui me soient personnellement utiles et qui soient vraiment utiles à l'entreprise. Et donc je pense sincèrement que ce sont des choses qui sont souvent néfastes. Bon, quand on fait la facturation des clients, facturer au jour, c'est important d'avoir le nombre de jours travaillés pour le client, ça je l'entends. Mais par contre, quand on est dans du suivi de projet, au pouillème près de l'activité, quand on est un chef de projet, qu'on demande à la personne de notre équipe de suivre précisément ce qu'il est en train de faire, s'il a le malheur d'aller voir un collègue d'une autre équipe pour l'aider pendant une petite demi-heure, et que du coup le chef de projet dit « Ah mais je ne vais pas payer pour la demi-heure que tu as imputée chez le voisin, donc il faut que tu ailles avoir une ligne chez le voisin ». Donc il faut aller demander la ligne au chef de projet d'à côté pour pouvoir saisir sa demi-heure saisie, ses 0, je sais pas, 133 jours saisis. Sauf que le chef de projet à côté, il est un peu réticent. Ouais, mais tu l'as à peine aidé, franchement. Et puis donc il répond pas la première fois. La deuxième fois, il faut le relancer. La troisième fois, il finit par créer une ligne qu'on voit pas, bien entendu, sur notre outil parce que l'outil marche pas. Et donc à la fin, on a passé plus de temps à obtenir l'information que le travail d'aider son copain. Donc au final, la prochaine fois, on n'ira pas l'aider. Ça sera plus simple. Donc je pense que c'est assez néfaste ce genre de choses. Alors j'ai travaillé dans une entreprise où les gens en étaient à demander une ligne pour pouvoir saisir le temps passé à saisir leur activité parce qu'il était tellement complexe le truc que ça prenait en général 2-3 heures à la fin de la semaine. Donc voilà, on en est à des aberrations comme ça. Et du coup,
là, mon combat, je ne peux pas faire grand-chose personnellement. Quand j'ai eu la responsabilité d'équipes sur lesquelles ils devaient saisir des temps, et donc ils étaient entre guillemets sous ma coupe, j'ai toujours essayé de faire en sorte que ça soit le moins pénible pour eux. Donc là, c'était plutôt le côté sacrificiel. C'est moi qui me tapais d'aller affronter les managers du middle management pour, quand ils voyaient les KPI de mon projet à moi, ils faisaient un peu la gueule parce qu'il n'y avait pas du tout les choses qu'ils attendaient, parce que mes gars avaient saisi vraiment le minimum. Donc voilà, c'est mon principe, c'est d'essayer de protéger les équipes dans ce cadre-là, vraiment limiter le plus possible la saisie qu'ils ont à faire, limiter à la demi-journée ou à la journée idéalement, et avoir le moins de lignes possible. Donc ça, c'est un travail qui n'est pas facile parce qu'il y a vraiment une mentalité dans les entreprises là-dessus. J'ai pas vu ce que tu m'as montré comme temps. 15. Merci. Voilà, donc là, on était sur les principes de vie qui sont assez basiques, qui sont un peu anecdotiques, mais qui quand on prend le réflexe, deviennent assez intéressants. Dans le manifeste Agile, en général, ensuite, on décline sur les pratiques qui sont implémentées dans les méthodes, Scrum Programming et tout ça. Et j'ai souvent été confronté à des contextes qui ne sont pas agiles ou qui se disent agiles et qui ne le sont pas du tout, mais dans lesquels j'ai essayé quand même, en milieu hostile, d'implémenter un certain nombre de pratiques qui m'ont servi et qui ont servi l'équipe. Il y a Romain Couturier qui a fait une présentation ce matin dans une autre salle. Et je l'avais vu, Romain Couturier, au Scrum Day il y a un petit moment, c'était en 2011. Et il avait fait toute une présentation sur ces transformations agiles en entreprise et c'était vraiment très intéressant. Et puis un des quasiment derniers slides de sa présentation, c'était on part d'où quand vraiment on part de nulle part et qu'on n'est pas forcément dans un environnement propice. Mais il y a 3 pratiques qui sont assez simples à mettre en place et qui sont à coût zéro. C'est le daily meeting, la rétrospective et la définition déterminée. Et ces 3 pratiques-là, depuis que j'ai vu ce conf-là, j'ai toujours essayé de mettre en place en entreprise, quel que soit le contexte. Qu'on ne soit pas du tout dans un contexte agile, mais à partir du moment où on a une équipe, on est capable de mettre en place un daily meeting. Le daily meeting, avec un petit management visuel vraiment basique à la Scrum, avec affaires en cours terminé, on est toujours capable de découper son travail en tâches. Et bon, il faut éviter effectivement de faire des lignes par personne, plutôt essayer d'orienter les lignes par fonctionnalité. Mais l'idée, affaire en cours terminé, ça se fait très simplement sur un bout de mur avec quelques post-it et faire une petite réunion le matin, rarement un quart d'heure, c'est plutôt 10 minutes de points d'avancement, mais en insistant bien entendu sur le côté c'est quoi les obstacles qui t'empêchent d'avancer. Ça c'est toujours bénéfique et ça coûte pas grand chose et ça crée une énergie dans l'équipe et ça donne un pouls à l'équipe. Les rétrospectives, de la même manière, même si on n'est pas dans un environnement agile, faire en mode Scrum, en discret, une petite rétrospective à la fréquence que vous voulez, ça peut être une fois tous les 15 jours, une fois tous les mois, dans une équipe, même si elle ne fait pas de l'agilité, en suivant les principes des rétrospectives, vous pourrez voir la littérature sur le sujet, mais c'est toujours bénéfique pour les équipes. Moi, dans une équipe, il n'y a pas très longtemps, où on n'était pas en mode agile, on a fait des rétrospectives, et une des actions qui est sortie des rétrospectives, c'est de sacraliser le baby-foot à 16 heures. Ça peut effectivement paraître ridicule, mais c'est quelque chose qui, dans l'équipe, a créé, parce que c'est une équipe qui se rencontrait pour la première fois, et c'est ça qui nous a permis de nous connaître entre nous. Alors, on ne fait plus toujours le baby-foot à 16 heures dans cette équipe-là, mais c'est le truc qui a initialisé les choses entre nous. Donc ça a peu de coût, une petite heure tous les mois dans une salle de manière discrète, ça peut le faire. Celle que j'ai eu un petit peu plus de mal à mettre en place, c'est la definition of done. C'est pas toujours facile quand on n'est pas dans un mode agile. Mais par contre, si on se réfère, je vais essayer d'utiliser au daily meeting avec notre petit tableau de management visuel, rapidement le besoin de definition of done apparaît quand on veut passer nos tâches à terminer. Donc ces 3 trucs-là, quel que soit le contexte, on peut les mettre en place. Donc merci Romain Couturier. Au niveau des pratiques de code, on dit partout, effectivement, il faut mettre en place, quand on fait du Scrum, il faut passer aux pratiques d'ingénierie logicielle d'extreme programming. C'est pas toujours facile, la culture est rarement là dans les équipes. Moi, j'ai une appétence forte pour le clean code, pour les tests, pour les refactoring, que j'essaie de pratiquer vraiment le plus possible. Et pour mettre en place ce genre de choses,
j'ai trouvé une solution que je n'ai vraiment pas du tout inventée, mais c'est mettre en place des coding dojo au sein de l'équipe avec les plus motivés. On peut faire ça encore une fois en sous-marin. On fait ça entre midi et 2 une fois avec les plus motivés. On est 3-4 personnes. On commence par du bowling, le TDD, le kata, du molki ou des choses comme ça. Et en général, ça fait effet boule de neige. Il y a d'autres gens qui sont intéressés. Ouais, pourquoi je t'ai pas invité, mais tu peux venir la prochaine fois. Puis petit à petit, on passe sur des choses qui sont plus sorties du code vraiment de l'application qu'on est en train de développer. On fait des exercices de refactoring là-dessus. Et en général, ça prend assez bien. Donc moi j'ai essayé de pousser les gens vers TDD et faire des coding dojo, ça marche bien, surtout quand après on s'appuie sur du code de l'application sur laquelle on est. Et donc là j'ai mis une petite citation sur l'ignorance et les certitudes, parce que la blague c'est dire tester c'est douter, voilà, c'est super rigolo. Et si vous voulez briller en société, vous pouvez lui répondre cette phrase-là, où il y a une phrase de Voltaire que je ne connais pas par cœur, mais que j'ai marquée, c'est le doute n'est pas une condition agréable, mais la certitude est absurde. Voilà, si quelqu'un vous dit tester c'est douter, ouais, c'est bien, mais le doute n'est certes pas une condition agréable, mais la certitude est absurde. La personne en général, elle est calmée. Oui, une dernière chose, ce que je fais aussi en termes de pratique, c'est mettre en place des clubs de lecture en interne. Alors, à Bordeaux, il y a Patrick, je ne sais pas s'il est là, mais si, il est là, le club de lecture à Bordeaux sur l'agilité. Au moins, au sein des équipes, faire des clubs de lecture quand on est sur du code un peu ancien et tout ça, faire lire Working Effectively with Legacy Code et des choses comme ça, et puis on fait un petit bilan à la fin. Ils lisent pas tous, des fois ils lisent juste des résumés du bouquin, mais au moins, ça plante une petite graine. Le métier, alors ça c'est pour faire une citation de Camus, pour briller en société encore une fois. C'est bien de faire des pratiques avec les développeurs, mais il faut aussi avoir des bonnes pratiques avec l'ensemble de l'équipe. Et dans le DDD, Domain Driven Design, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais là non plus je ne suis pas spécialiste du Domain Driven Design, mais un des principes forts, un des éléments clés du Domain Driven Design, c'est de mettre en place le truc imprononçable, l'Ubiquitous Language, qui en gros précise le besoin d'un langage vraiment commun entre le métier, ceux qui travaillent au quotidien, ceux pour qui on fait le logiciel, et les développeurs, c'est-à-dire avoir le même mot pour représenter un concept dans le code et dans le langage du métier. Moi j'ai travaillé dans le monde de l'hôpital, où on faisait pour représenter le séjour d'un patient à l'hôpital, le nombre de vocabulaires différents qu'il y avait en fonction des équipes, c'était assez affreux. Le séjour, l'hospitalisation, les événements, les mouvements. Enfin, il y avait des nombres très différents qui peuvent avoir leur sens quand on est en DDD sur des bounded contexts différents, parce qu'à l'hôpital, l'administratif, c'est pas la même chose que le médical, ou c'est pas la même chose même que le soignant, l'équipe soignante à côté. Et du coup, avoir des termes différents en fonction du contexte, c'est certainement important. Mais par contre, les mélanger dans le code et les inverser, c'est-à-dire que utiliser le terme de l'administratif dans le code qui s'adresse au médical et inversement, ça c'est vraiment pas bon. Et du coup, c'était l'occasion de citer Camus, c'est dans La Peste, je crois. J'ai compris que tout le malheur des hommes venait de ce qu'ils ne tenaient pas un langage clair. Donc voilà, vous pouvez citer Camus pour briller. Et je l'ai tiré d'une chronique qui n'a rien à voir, puisqu'elle parle d'antisémitisme et d'antisionisme. Si on publie les slides, vous pourrez aller voir cet article qui est très bien fait. C'est fait par une philosophe ou une prof de philo, je ne sais plus. Mais en tout cas, l'article est très intéressant. On est large. Très bien. Ah oui. Bon, je vais accélérer un petit peu. Donc les pratiques, c'est important, on peut mettre en place des pratiques, mais la vérité du jour n'est pas celle du lendemain. Alors on a l'étape de la loi, c'est le manifeste agile, très bien, mais il ne faut pas hésiter de remettre en question les pratiques d'un jour. Je crois que c'est Aurélien tout à l'heure qui disait ça. Or, le texte en lui-même, c'était juste pour citer Platon, même si je ne suis pas complètement d'accord avec tout ce qu'il dit là-dedans. C'était pour le rapport à la philosophie. Mais ça n'empêche que on peut mettre, ces pratiques d'un jour ne sont pas forcément celles du lendemain. Donc, et puis, appliquer les pratiques du voisin, ce n'est pas forcément la bonne chose à faire. Alors on peut s'inspirer, comme moi, voilà, j'arrête pas de citer des philosophes, je m'inspire des philosophes, mais je ne vais pas écrire le discours de la méthode demain. De même, je ne vais pas écrire une méthodologie agile demain, donc je m'inspire depuis une dizaine d'années de Henrik Nieberg, de Claude Aubry ou
d'Aurélien Morvan, enfin tous les grands agilistes, les penseurs qui sont un peu plus intelligents que moi, et j'en suis persuadé, donc je me juge sur les épaules des géants, pour faire une autre citation. Mais ça n'empêche qu'il ne faut pas copier bêtement. Henrik Nyberg a assez insisté sur le fait qu'il ne fallait pas appliquer le modèle Spotify à la lettre dans son entreprise, parce que Spotify a ce modèle-là, parce qu'ils sont Spotify, c'est eux qui se le sont appropriés. Et tant qu'à faire une citation Confucius, où j'ai vu Fabrice Lucchini disait que c'était de Céline, mais moi j'avais lu Confucius, c'est la bougie n'éclaire que... l'expérience est une bougie qui n'éclaire que son propre chemin. Voilà, donc il faut faire sa propre expérience, appliquer bêtement une expérience à un endroit pour un autre endroit, ça ne marchera pas forcément. Les résistances, il y en a, on en a parlé, les résistances qui peuvent venir de la manière dont on essaie d'appliquer les choses. Pour le coup, la conf d'Aurélien Morvan, on parlait vraiment de ce sujet. Mais on peut combattre ces résistances par pragmatisme et par empirisme, je veux dire. Je suis toujours dans le côté, il y avait la phrase tout à l'heure, quand win, je sais plus quoi, entre le succès et l'échec qui est une leçon, on va dire. Et en gros, on peut accepter qu'on nous dise non sur une expérience, mais si elle peut être testable, l'expérience, il faut la tester. Donc c'est un petit peu le sens de cette phrase de Nietzsche dans Le Gai Savoir, c'est je loue toute espèce de scepticisme, très bien, auquel il m'est permis de répondre, essayons toujours. Donc s'il y a des choses qui permettent l'expérience, je suis allé trop loin, je voulais faire ça, s'il y a des choses qui permettent l'expérience, il ne faut pas se priver de les faire. Voilà, c'était pour citer Nietzsche, que je ne comprends toujours pas. Mais j'ai lu un petit peu du Gai Savoir par contre, et j'ai pas tout compris. Là, plein de citations, là c'est le cadeau, vous pourrez les utiliser également en société. C'est parce que effectivement les résistances à ce combat, mais le combat est difficile. Et du coup j'ai mis un certain nombre de citations sur les difficultés. Bon là c'est assez bateau comme citation, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Ce n'est pas le chemin qui est difficile, c'est le difficile qui est le chemin, Kierkegaard. Voilà. Bon ça c'était pour l'anecdote. Par contre des citations qui me tiennent vraiment à cœur, une que je cite à chaque fois, c'est « Essayons d'être heureux, ne serait-ce que pour donner l'exemple ». Ça, c'est vraiment un leitmotiv chez moi, et puis ça se rapproche de la citation initiale de Gramsci sur l'optimisme et le pessimisme. Enfin, c'est plutôt la seconde qui se rapproche de ça. C'est « Je me presse de rire de tout, de peur d'être obligé d'en pleurer ». Effectivement, mais ça n'empêche que voilà, on doit l'optimisme de la volonté, c'est ce que je retrouve dans Essayons d'être heureux, ne serait-ce que pour donner l'exemple, parce qu'effectivement, si on regarde le monde autour de soi, on peut être pessimiste, mais par la volonté, on peut regagner de l'optimisme. Voilà, je pense qu'il est temps de terminer. C'était un peu ma conclusion, on va dire. C'est juste une dernière chose, je suis conscient qu'il y a pas mal de pédantisme dans tout ce que je présente, je ne sais même pas si on dit pédantisme, mais l'idée de faire des citations comme ça. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est, encore une fois, je me mets en position basse et j'essaie d'apprendre plein de choses, donc j'écoute plein de choses sur la philosophie, donc j'écoute plus France Culture que Bourdin sur RMC Info, c'est vrai, mais je vous invite à essayer, juste pour voir, c'est pareil que ce que disait Nietzsche, essayez d'écouter France Culture, franchement, des fois on apprend plein de choses. Il y a des trucs qui ne me plaisent pas, quand j'écoute Finkielkraut ou celui que j'ai cité tout à l'heure, j'ai oublié, mais c'est pas grave, Michel Onfray, j'ai vraiment du mal avec eux. Par contre, quand j'écoute Adèle Van Rett, qui fait une émission sur la philosophie tous les matins, j'écoute pas tous les jours, mais c'est vraiment intéressant. Et la culture, c'est ce qui reste quand on a tout oublié. Je vous remercie.